Alain et Julien, donc vous êtes les auteurs d'un livre important intitulé L'illusion de la finance verte. Ce sera le thème de notre discussion aujourd'hui. Est-ce que cette finance verte est seulement une apparence, une illusion ou même pire, une image censée nous rassurer et nous détourner de la réalité? Et comme nous avons le plaisir d'être avec Gaël Giraud qui a préfacé votre ouvrage, je vais me tourner d'abord vers Gaël pour lui demander qu'est-ce qui t'a motivé à écrire cette préface et quels sont les grands enjeux que tu identifies autour de cette question de la finance verte? Alors, merci de me poser la question. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait la préface de cet excellent ouvrage, c'est d'abord parce que Alain et Julien sont des amis, donc je suis content de les soutenir comme je peux, mais surtout parce que je crois que le thème du bouquin est fondamental. On pourrait dire d'une certaine manière, me semble-t-il, que après le désastre financier de 2007, 2008, 2009, quand même dans l'opinion publique en Europe, aux États-Unis un petit peu moins, beaucoup de gens se sont rendus compte que le secteur bancaire n'était pas fiable, que les marchés financiers dérégulés, c'est dangereux. La Chine a commencé à retirer d'ailleurs une partie de sa propre présence sur les marchés financiers occidentaux et a commencé à réorienter ses propres excédents commerciaux sur son marché domestique en ne passant plus par la case marchés financiers occidentaux. Et donc les marchés financiers se sont dit il faut qu'on trouve une nouvelle manière d'être sympathique auprès du public. Et ils ont pris à ce moment-là l'option finance verte, en communiquant énormément sur l'idée que la finance occidentale, tout d'un coup, se serait convertie à l'écologie et que désormais, elle commençait à financer de manière volontariste des vrais projets verts. Et puis, disons, la tête de gondole de cette stratégie de communication, ça a été les obligations vertes, les fameuses green bonds. Et c'est là que l'ouvrage d'Alain et de Julien intervient parce qu'au fond, il y a un nuage de confusion qui entoure cette stratégie de communication, qui fait que, à la fois le grand public et même un certain nombre de spécialistes, de journalistes qui sont supposés être un peu experts du sujet, sont complètement désorientés et ne savent pas en réalité quelle est la vérité de cette conversion à l'écologie de la part du secteur bancaire. Alors, Julien est lui-même un ancien trader qui a travaillé sur notamment les obligations vertes. Alain Grandjean est un économiste qui travaille sur les questions d'écologie depuis très longtemps. Et donc, ils se sont mis à deux pour essayer de faire le point sur cette question. Et je pense que je ne connais aucun autre ouvrage qui, avec la même pédagogie et la même expertise, fait le point et au fond fait la démonstration, je crois de manière irréfutable, que la finance aujourd'hui n'est pas verte, majoritairement, de manière écrasante. Et que c'est essentiellement une stratégie de com' pour faire croire que désormais les banques sont redevenues sympathiques et qu'on peut de nouveau leur faire confiance, alors que tel n'est pas le cas. Et je crois que cet ouvrage-là va tout à fait dans le sens de ce qu'on a essayé de faire à l'Institut Rousseau, avec le rapport qu'on a publié ensemble, sur les actifs fossiles dans les bilans des banques. Donc au fond, ça fait système, c'est-à-dire à partir du moment où les banques ont compris qu'aller trop vite dans la transition écologique signait l'arrêt de mort de leur propre business model d'aujourd'hui, à partir du moment où elles ne veulent pas changer de business model, elles sont condamnées à faire du greenwashing, donc à faire de la communication et du marketing sur des faux produits verts. Et ce que font Alain et Julien, c'est démonter cette stratégie de com' et montrer qu'en réalité, pour l'instant, le compte n'y est pas du tout. Voilà. Et je crois que c'est très important et que ce livre est destiné à être une véritable boussole dans le brouillard plus ou moins savamment entretenu à la fois par le secteur financier et par un certain nombre de médias qui, soit par ignorance, soit par complicité, entretiennent cette confusion. Merci beaucoup Gaël. Alors je vais me tourner tout de suite vers Alain et Julien pour que vous puissiez à la fois rebondir sur les propos de Gaël, puis surtout présenter ce que vous avez vraiment voulu faire dans ce livre, ce qui vous a poussé à l'écrire, et puis peut-être vous demander aussi le titre de ce livre, donc l'illusion. L'illusion, c'est un mot fort quand même. Il y a, on retrouve au vocabulaire du passe-passe, du tour de passe-passe, voilà, de quelque chose qui ne serait pas la réalité. Mais en même temps, en matière de finance, les illusions peuvent parfois être autoréalisatrices. On parle de prophétie autoréalisatrice. Est-ce que ça peut se passer également avec la finance verte ou pas du tout? Oui, le mot illusion est fort, mais il nous semble juste. Donc on a voulu faire ce livre parce que en fait, ce développement un peu spectaculaire reste relativement récent. La première obligation verte a été émise par la Banque mondiale en 2008. Donc l'investissement responsable a une histoire très ancienne, mais dans sa version moderne et assez inutile, elle est également récente. Les banques appuient sur ce bouton de manière massive seulement depuis quelques années.
Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de propos qui étaient tenus donc, par les uns et les autres, donc beaucoup de publicité des banques pour elles-mêmes, et puis des journalistes, effectivement, comme vous le disiez, même comme le disait même spécialisés, qui sont finalement pris un peu dans ces écrans de fumée. Et donc, il nous a semblé très utile de faire un livre pour essayer de faire un peu le tri dans cette finance verte. En réalité, donc, l'illusion, c'est de faire croire à un marché à vocation écologique. Donc, le verdissement reste très, très superficiel. Et je dirais le nœud de l'intrigue, c'est vraiment le prix. Hein, on parle de finance, donc le prix ne s'oublie pas en finance. Et donc, on voit que la finance qui est proposée, on pourrait prendre produit par produit, ne change absolument pas le prix. Et c'est ça qui serait fondamental. Aujourd'hui, il y a des projets verts qui ne sont pas réalisés parce qu'ils ne sont pas suffisamment rentables. Et donc, quand un émetteur, prenons n'importe lequel, la SNCF, utilise par exemple une obligation verte pour financer un projet, elle paye exactement le même prix que celui qu'elle paierait en levant une obligation classique pour financer un projet non vert, enfin brun. Et c'est ça qui n'est pas acceptable, c'est ça qui n'est pas transformant en réalité. Donc aujourd'hui, on a un truc un petit peu tautologique, où bien sûr, il y a des financiers, des banques ou des assureurs, des institutionnels qui financent des projets verts, heureusement, mais il n'y a absolument aucune accélération possible, puisqu'il y a zéro incitation pour les emprunteurs, ceux qui ont besoin de financement, à réaliser leur projet. Donc de ce point de vue-là, c'est très très décevant. Je peux peut-être compléter par une remarque d'ensemble. L'idée de la finance durable ou de la finance verte, ce serait que par elle-même et en elle-même, spontanément, par le libre jeu des intérêts des uns et des autres, elle aurait un effet de transformation, c'est le terme qu'a employé Julien, de l'économie. Pas plus que dans le marché économique de base, les questions d'environnement peuvent être traitées par les acteurs du marché. Ce n'est pas plus vrai dans l'économie que dans la finance. Donc il y a une très grosse illusion qui est évidemment dans l'intérêt des acteurs bancaires et financiers, qui est de faire croire que laissez-nous faire, on est en train de sauver le monde. Et d'ailleurs, voyez, on fait des produits verts par nous-mêmes et on est en train de verdir l'ensemble de l'économie. Ça, c'est vraiment extrêmement clair que c'est une illusion intéressée. Il est totalement illusoire, je pense qu'on le démontre complètement, de considérer que d'eux-mêmes, les acteurs qui poursuivent des intérêts privés manifestes, et on ne va peut-être pas leur reprocher de poursuivre leurs intérêts, vont atteindre des objectifs d'intérêt général. Donc on ne rentre pas dans les conclusions pratiques à ce stade dans le livre, qui seraient quelles sont les régulations, les réglementations, on y viendra après. Mais c'est bien ça, pour moi, l'illusion principale. Est-ce qu'aujourd'hui, cet investisseur patient, pas trop gourmand et réellement engagé dans la transition écologique, est-ce qu'il existe? Ou est-ce que c'est une illusion là aussi? Oui, c'est plutôt une illusion. En fait, la finance, c'est quand même la concurrence. Si toi, tu as de l'épargne, tu vas voir un financier, un assureur, et la concurrence, c'est chacun te promet le meilleur rendement possible. C'est comme ça que ça marche. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de miracle. À un niveau de risque fixé. Hein. Et donc les gens choisissent comme ça, les notations des fonds sont faites comme ça, on essaie d'évaluer le risque, on regarde qui a le mieux performé. Donc ça, effectivement, c'est la pratique générale, et je dirais même, elle est imposée par ce qu'on appelle la responsabilité fiduciaire. C'est par défaut, les mandataires sont obligés de maximiser les avoirs financiers des mandants. Ils ne peuvent pas faire autrement. Hein. Ou alors il faudrait donner des instructions explicitement contraires. Et comme on sait très bien que tout ça, c'est plutôt, enfin, au PCVM, le C c'est pour collectif, il faudrait que les gens convergent vers des taux d'échange entre plus de social, plus de vert. Donc évidemment, ce n'est pas fait. Et donc oui, ça c'est le paradigme du risque-rendement et de la maximisation de la rentabilité des actifs financiers. Elle est absolument bien établie. Et elle peut se comprendre, elle n'est pas révoltante en soi. Je prends le cas, par exemple, d'un fonds de pension. Dans le bouquin, on cite, parce que c'est très éclairant, ce que dit PGGM, le deuxième plus gros fonds de pension néerlandais, dans la revue de stabilité financière de la Banque de France.
eh bien, on comprend bien, un fonds de pension, les retraités néerlandais dépendent de la performance du fonds. Hein. Il n'y a pas que des retraités millionnaires. Donc cette performance, elle est essentielle et il n'y a pas de compromis là-dessus. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que dit PSGGM. Il parle justement puisque c'est un leader responsable, et en même temps, explicitement, ils expliquent que cette responsabilité, ce désir de soutenabilité, il est subordonné à la performance financière. Donc, ayant dit cela, on l'a complètement vidé de substance, puisque le point de départ d'un projet vert par rapport à l'alternative brune, c'est que lui, il paye une externalité négative, hein, explicitement, c'est un coût supplémentaire. Et ça, ce n'est pas un point de vue hétérodoxe, tout le monde est d'accord pour dire ça. Bill Gates, dans le bouquin qu'il a sorti au début de l'année, il dit que c'est le seul message dont il voudrait que les gens soient persuadés, que l'enjeu de la transition écologique, c'est de réduire ce qu'il appelle les primes vertes, c'est-à-dire ce surcoût. Bon, lui ne voit que deux leviers, l'État, les subventions et les taxes. C'est intéressant, c'est un des hommes les plus intelligents, les plus riches, c'est un Américain, il connaît bien les marchés. À aucun moment, il mentionne les marchés financiers. À aucun moment. Bien. Et donc cette prime verte, la transposition de cette prime verte dont nous parle Gates, et qui existe, et ça on est tous d'accord là-dessus, la transposition en finance, c'est une exigence de rentabilité inférieure. Et ça, le marché qui arbitre ne peut pas l'accorder. Le paradoxe, c'est que pour accélérer la transition, il faut baisser l'exigence de rentabilité sur les projets verts, hein, pour qu'il y en ait plus, que plus soit financé, soit éligible. Et pour accélérer la transition écologique, il faut une réalisation d'actifs, au contraire, il faut augmenter les rendements pour faire survenir cette transformation. La finance verte telle qu'elle est proposée aujourd'hui ne nous sort absolument pas de ce paradoxe. Et donc il ne se passe rien, en fait. On est sur un verdissement de surface où le marché tel qu'on le connaît aujourd'hui, bancaire, assurantiel, est le même que celui qu'on connaissait avant. Et les progrès qui sont réalisés par l'intervention d'autres puissances. Si l'État subventionne des actifs verts pour augmenter leur rentabilité, ce n'est pas la finance qui rend éligible l'actif, c'est les subventions publiques. Si l'État dégrade la rentabilité d'un actif en imposant des taxes, ce n'est pas la finance qui dégrade le rendement de l'actif brun pour le rendre égal à celui de l'actif vert. Ce sont les taxes carbone. Vous voyez ce que je veux dire ? Deux points de complément. Il y a l'univers mutualiste dont les exigences de rendement sur fonds propres sont significativement inférieures à celles des marchés financiers purs et durs. Et donc là, on peut penser que dans cet univers-là, un certain nombre de projets trouvent à être financés plus facilement que dans le marché de base. Simplement, l'univers mutualiste est très petit par rapport au marché de base. Et deuxièmement, évidemment, il ne faudrait pas qu'on donne à penser que l'ensemble des financiers verts financent du vent, parce qu'il se trouve quand même que l'État met à certains endroits des normes, des subventions et des taxes. Je prends juste un exemple, l'électrification de la voiture et la sortie du fossile progressive des véhicules, elle provient de quoi ? De normes imposées de manière aussi forte que possible, surtout après le Dieselgate, sur l'industrie automobile. On entend bien qu'après, le secteur financier va s'intéresser à ça, et là ce sera de la finance verte, au sens de je finance une activité qui est verte parce que l'État aura fait en sorte qu'elle l'est. Ça peut être rentable ? Là, c'est un problème de calcul. Est-ce que c'est rentable pour les financiers ? Ça, je vais poser la question à Julien. Mais est-ce que le vert est forcément moins rentable que le non-vert ? A priori, forcément. Sinon, ce serait immédiatement fait. Le bio est un peu plus cher que le pas bio. Si je prends un autre exemple qu'a bien Julien, l'équitable est un peu plus cher puisqu'on donne un revenu supplémentaire. Mais si la prime verte dont a parlé Julien, qui est le cheval de bataille de Gates, elle est corrigée par la puissance publique, on peut retrouver des niveaux de rentabilité. Alors il y a un autre secteur où il peut y avoir une rentabilité intrinsèque, c'est les secteurs verts qui sont boostés par la puissance publique, qui sont à forte croissance. Ça peut arriver, si je prends l'exemple de la LED,
donc la lampe à très basse énergie, c'est quelque chose qui évidemment a été financé, parce que tout est financé, on a besoin de la banque et de la finance, on n'est pas en train de vouloir couper la tête à tout le monde. Et ça a été à l'occasion de très forte croissance, parce qu'il y a eu un marché croissant. Donc il peut y avoir des niches ou des cas de figure où le truc fonctionne. Ce qu'on dit simplement, c'est que ça n'a jamais été la finance qui a été le moteur et le leader de ces transformations. Je reste avec toi parce que tu as eu un rôle personnellement, en plus très important, dans tous les progrès de l'information financière, notamment avec le fameux article 173 de la loi sur la croissance verte et la transition écologique en 2015. Aujourd'hui, on voit également qu'il y a beaucoup de progrès au niveau européen dans la taxonomie, c'est-à-dire le classement des actifs bruns ou verts. Alors, ma question est un peu provocatrice, mais est-ce qu'au bout d'un moment, les petites rivières, les petits progrès de l'information peuvent créer un grand fleuve de la transparence où on arriverait à un système financier dans lequel l'information serait transparente, où les banques donneraient véritablement leur montant de financement vert et brun? Est-ce qu'il y a là un véritable progrès, quelque chose qui peut conduire à une révolution en matière de finances vertes? Ouais, je te remercie de cette question parce qu'effectivement, ça a été quelques années de ma vie, à partir de 2015 en gros, puisqu'on a fait un rapport avec Pascal Canfin sur le sujet. Et 2015, c'est précisément l'année où Mark Carney, qui était le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre et le patron du Conseil de stabilité financière, a fait ce discours qu'on qualifie d'historique en règle générale, disant attention, le risque climatique est un risque systémique et étrange pour des gens qui sont loin de la finance, ne propose, face à un risque gigantesque, qu'une chose, c'est l'amélioration de l'information. Alors, l'information donnée aux investisseurs pour limiter leurs risques. Mais de quel point de vue? Du point de vue des risques financiers, pas du point de vue des risques d'inhabitabilité de la planète. Alors, la raison pour laquelle moi, ça m'a quand même intéressé à l'époque, c'est que j'étais convaincu, et rétroactivement, j'ai aucun regret, j'étais convaincu qu'il était quand même logique dans une première étape qui est de l'information. Parce qu'à l'époque, Julien l'a dit tout à l'heure, ces sujets-là étaient totalement étrangers au monde de la finance et de la banque. Donc ce pas-là, je continue à penser qu'il était utile, je continue à penser que le fait que ces acteurs soient un peu bien informés sur les sujets climat, ça a de la valeur. Simplement, quelques années après, je me dis juste, ça suffit. C'est-à-dire que c'est bon, quoi. Je pense qu'on a compris. Et là où ce qu'on essaie de montrer avec Julien, c'est que les marchés financiers ne sont pas efficients au sens où il suffirait qu'ils soient bien informés pour prendre des décisions qui sont compatibles avec le sous-jacent qui est derrière. C'est là où c'est à nouveau une autre manière de parler de la même illusion. L'information ne transformera pas. L'information, ce qu'elle fait au mieux, c'est de donner de l'information aux uns et aux autres. Ça n'exerce pas d'influence sur l'économie réelle. Donc une fois que l'information est donnée, une fois qu'on a une taxonomie, à ce moment-là, il faut passer, et sans tarder, à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est forcément une étape de réglementation et de régulation qui est refusée par principe, à la fois dans une logique de croyance idéologique dans l'efficacité du marché, et à la fois par pur intérêt. Le système bancaire et financier ne veut pas entendre parler de régulation et de réglementation. Alors là, tu m'offres la transition parfaite et je vais me tourner vers Gaël, puisque Gaël, dans ta préface, tu évoques notamment, j'allais dire, presque une censure, c'est-à-dire que certains n'ont pas envie que l'on parle de véritable régulation, des difficultés qu'a le secteur financier pour se reconvertir. Et puis par ailleurs, tu as écrit en 2013 un livre, L'illusion financière. Et donc est-ce que finalement on est passé de l'illusion que la finance pouvait servir l'intérêt général, pouvait contribuer au bien-être de la société, à cette nouvelle illusion que maintenant la finance peut financer la transition écologique. Alors, est-ce que cette illusion-là,
a intérêt à être entretenu par certains acteurs. Pourquoi? Et après, j'ai envie de dire jusqu'où ils sont prêts à défendre cette illusion. Alors effectivement, moi je crois que c'est la même illusion repeinte avec une nouvelle couleur, la couleur verte. Et je crois que tu as raison, c'est-à-dire, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le rapport de l'Institut Rousseau. Hein. Donc ce qu'on a montré, c'est qu'il y a aujourd'hui un peu plus de 500 milliards, 538 milliards d'actifs fossiles dans les bilans des 11 premières banques européennes. Et elles savent bien que si on était sérieux demain matin, et si demain matin on décidait collectivement que le charbon, le pétrole et le gaz seraient des actifs échoués, des stranded assets en anglais, leur valeur de marché tomberait à zéro, ce qui n'est évidemment pas ce qui va se passer, mais imaginons, alors la plupart d'entre elles seraient en faillite. Et donc elles ne veulent pas de ça, évidemment, sauf à changer complètement leur business model. Donc du coup, parce qu'elles sont intelligentes, je veux dire, elles savent calculer, elles savent bien que leurs bilans sont truffés d'actifs pourris, en fait, d'actifs bruns, et qu'elles n'ont pas envie de changer leur business model, donc elles réfléchissent un petit peu en se disant, dans 10 ans, ça va chauffer pour nous, donc aujourd'hui, on freine au maximum pour éviter que ça accélère. Les exemples de censure, Julien Le Fournier en connaît bien, puisque en fait, ce travail qui a donné lieu à ce bouquin avait commencé par un article que tu avais rédigé avec Ivar Rikland, ancien président de Dauphine, mathématicien très reconnu dans la profession, article que vous aviez publié sur le site internet d'une chaire dont on ne va pas donner le nom, par pudeur pour nos collègues. Et puis le lendemain même, en fait, une banque française qui finance cette chaire a été intervenue en disant vous nous retirez cet article immédiatement. Et donc la chaire, malheureusement, a cédé au lobby bancaire. Donc ça, c'est un exemple de censure. Donc ça montre quelque chose, c'est que le milieu académique, le milieu universitaire en France, mais il n'y a pas qu'en France malheureusement, parce qu'il est insuffisamment soutenu, à mon avis, par les pouvoirs publics, et aussi d'ailleurs par le secteur privé, un secteur privé désintéressé, ça existe quand même un petit peu aussi, et très très fragile devant les pressions d'un secteur bancaire qui lui a des moyens colossaux pour faire entendre sa voix. Alors ça c'est un premier exemple, puis un deuxième que j'ai vécu moi-même à titre personnel. Il y a quelques années, je ne sais plus très bien quand, mais j'étais encore chef économiste de l'AFD, l'Agence française de développement, et je me souviens très bien avoir participé à un congrès qui était organisé par la Caisse des dépôts et consignations, dans les très beaux locaux de la Caisse, et j'ai parlé à ce moment-là de la question des obligations vertes. Alors, je n'avais pas en fait trouvé l'argument central, et en fait très très simple, mais c'est les arguments les plus simples qui sont les plus beaux, que vous avez trouvé dans votre livre, mais j'avais simplement dit dans ma petite conférence, bon, moi je m'interroge sur l'additionnalité des projets financés par les obligations vertes, ce qui veut dire en français, je pense que la plupart des projets financés par les obligations vertes auraient aussi été financés par les obligations brunes, que donc les obligations vertes ne sont pas vertes. Voilà. C'est une manière euphémisée de dire ça. Et puis j'étais passé à autre chose, ce n'était pas le seul sujet de la conférence. Puis après cette conférence, il y avait des petits fours, enfin voilà, de la mondanité, bon, on commençait à faire. Et pendant que tout le monde discute des petits fours et boit, enfin mange des petits fours, discute et boit du champagne, il y a quelqu'un qui vient vers moi, qui se penche et qui dit « Monsieur Giraud, merci pour votre conférence. Bon, évidemment, ce que vous avez dit sur les obligations vertes, c'est la dernière fois que vous en parlez. » Alors je lui demande « Mais vous êtes qui ?» Alors il me dit « Voilà, je travaille pour telle banque, je suis en Allemagne, je vous suis de près, voilà, mais vous m'avez bien compris. » Donc voilà, c'est très impressionnant, c'est-à-dire, bon, si on est un peu fragile, on se dit « Mais alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais faire un accident dans mon parking. » Voilà, c'est ça la réalité hein, de la pression exercée par le lobby bancaire aujourd'hui sur des personnes qui osent, dans le débat public, prendre la parole et dire tout ne se passe pas exactement comme vous le racontent les banques. Juste d'abord, parce que je vais oublier, je vais rebondir sur ce qu'a dit Gaël. Il a prononcé un mot très important qui est le mot d'additionnalité. Et en fait, si on rajoute à l'absence d'additionnalité le prix égal, c'est là qu'on peut conclure que l'obligation ne sert strictement à rien, puisque tout ce que vous pouvez financer avec, vous pourriez le financer au même prix avec une obligation classique. Les deux ensemble tuent complètement le sujet. Alors je ne dirais pas qu'il n'y a pas de contrôle, parce que quand on a, surtout quand on est l'État français quand même... Oui, voilà. Non, mais je veux dire, les gens sont un peu sérieux, donc quand on est l'État français et qu'on décrète qu'on émet une OAT verte, on doit enrôler tout un tas de gens pour faire des calculs et montrer qu'on pointe bien sur des dépenses qui sont déjà engagées au budget. Donc là aussi, ce n'est pas complètement transformant. Il faut que les gens comprennent que l'obligation verte, elle vient après la dépense d'investissement. Hein. C'est pas l'OAT verte qui favorise l'investissement vert, c'est l'investissement vert qui permet par
de colorer l'obligation l'OAT en vert. Donc c'est pas intéressant. Pardon, je fais une petite parenthèse, mais ça vient aussi financer des dépenses qui en fait existaient déjà. Bien sûr. Et dont on dit du jour au lendemain, en fait maintenant c'est l'OAT verte qui va financer. Ça c'est le mythe, c'est malheureusement les gens mettent les choses à l'envers. Ce matin encore, je participais à un séminaire où les gens disent expliquez-nous, et les gens veulent toujours plus d'obligations vertes. Non, c'est les projets verts. Plus on a de projets verts, plus on a d'obligations vertes. Ça marche dans ce sens-là, malheureusement. Parce que tant qu'on ne module pas le prix, il n'y a pas de lien de cause à effet, malheureusement, dans le bon sens. Si, évidemment, vous proposiez à un émetteur une obligation verte beaucoup moins chère que le prix de son crédit pour les projets bruns, alors là, on aura un impact. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Donc on a un truc un petit peu tautologique, c'est absolument vrai pour l'État français, c'est même encore plus caricatural pour l'État français, parce qu'en France, il y a le principe d'universalité budgétaire, enfin, il y a tout un tas de trucs qui font que... on ne peut pas flécher. Voilà, on ne peut pas structurellement flécher. D'ailleurs, c'est tout à fait éclairant pour nous que, pour la petite histoire, le Trésor français était contre l'OAT verte. Ils se sont ralliés maintenant, comme les nouveaux convertis, ils adorent, mais ils étaient contre. Et moi, j'ai discuté avec l'équivalent de l'AFT, l'Agence for Trésor, ce qu'on appelle le Debt Management Office en Angleterre, avec le patron du DMO. Et lui, a résisté contre vents et marées, parce que tout le monde voulait qu'il y ait du gilt vert aussi, puisque chaque marché national appelle son souverain en disant il nous faut de la matière pour les fonds parce que ça fait grossir. Il y a un concours entre Paris, Londres et Luxembourg pour savoir qui est la place la plus verte. Et donc le patron du DMO a refusé d'émettre des guilds verts pendant des années en disant mais aucun intérêt, je n'ai aucun intérêt à le faire. Il demandait aux investisseurs vous êtes prêts à payer plus cher? Et tout de suite ils ont dit bah non, c'est pas le jeu, sûrement pas. Et donc ça s'est jamais fait. Et lui voyait même donc des maléfices, exactement comme c'est son homologue français, parce qu'en fait, au début, évidemment, si j'émets une souche, une OAT verte, la liquidité va être un peu moins bonne, peut-être que je ne vais pas pouvoir l'amender, c'est-à-dire l'augmenter son nominal, parce que je ne pourrais pas flécher d'autres dépenses vertes. Donc ils étaient plutôt contre pour des raisons de liquidité. Enfin, tout ça pour dire, pour revenir à votre question, que oui, l'OAT verte n'a absolument rien changé à rien. Et alors là, vous mentionnez un exemple différent, celui de l'aéroport de Rome. Alors, ce n'est pas une obligation verte qui finance l'aéroport de Rome, ça c'est quand même un peu compliqué, même avec les critères très bienveillants faits par les banques pour les banques, qu'on appelle les Green Bond Principles. Mais ça s'appelle un Sustainability Linked Bond. Et là c'est vraiment une dérive qui nous éloigne, j'allais dire, encore un peu plus du sujet. Parce que pour Alain et moi, je pense qu'il y a quand même deux conditions pour parler de finances vertes. La première condition, je dirais, c'est un peu l'évidence, c'est qu'il y a un sous-jacent vert. Parce que si on a un financement vert, une obligation verte pour financer une centrale thermique à charbon, bon, je crois que les Chinois l'ont fait. Bon. Ah non, c'est parce que ce n'est pas une obligation verte. Je vais y revenir. Donc la première condition, c'est le sous-jacent. Et la deuxième condition, j'y reviens, j'y tiens absolument, c'est la prime verte. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un différentiel de coût, finalement, c'est un produit vanille. Alors, l'histoire de l'aéroport de Rome, c'est un petit peu différent. C'est la nouvelle génération de produits verts, où là, le Sustainability Linked Bond, c'est un truc qu'on s'affranchit complètement du sous-jacent. Plus besoin de consacrer les fonds levés à des projets verts. C'est quand même une contrainte un peu ennuyeuse. Et du coup, on a un petit mécanisme sur le prix qui concerne en général un pouillème de la rémunération payée par l'émetteur. On ne peut pas dire que c'est pas structurant parce qu'on perd la condition 1, pas tellement au profit de la condition 2. Je dirais qu'on ne satisfait plus aucune des deux conditions que nous, on estime être importantes pour définir une finance verte. Et donc, on choisit des petits critères, on appelle ça des KPI, des indicateurs de performance clés, maison, de son cru, pour faire voir par des auditeurs qui disent qu'ils n'ont pas les moyens d'auditer, mais on se connaît, vous me l'avez remis, je signe que j'ai bien reçu le truc, je vous fais confiance et j'envoie. C'est ça, c'est ça. Et donc, ça permet effectivement à l'aéroport de Rome, c'est quand même un modèle pour l'avenir de demain, un aéroport avec une target zéro carbone, et donc de lever effectivement un Sustainability Linked Bond. Alors, il faut savoir que ce format,
Les banques en sont très friands parce que c'est difficile pour elles de faire du prêt vert. Et donc elles se sont tournées, elles se sont jetées sur ce format-là, beaucoup moins exigeant puisqu'on n'a pas besoin de projet vert. Il suffit de trouver des petits paramètres ESG qui sont liés à la RSE et puis on y arrive assez bien et vous avez des centaines de milliards. Et d'ailleurs, je crois que Total a annoncé, Total qui était quand même privé d'émettre des obligations vertes pour des raisons évidentes, Total qui a une très belle notation ESG, c'est un single A. Total a annoncé, je crois que l'intégralité de sa dette serait évidemment dorénavant sustainability linked. Donc quand vous verrez, en mélangeant des pommes et des poires, tous ces volumes comptabilisés pour la finance verte, vous trouverez des milliards de financements levés par Total, y compris pour développer de nouveaux forages, de nouvelles exploitations, de nouvelles explorations, de nouvelles exploitations, puisque Total n'a pas renoncé à faire ce qui est son cœur de métier pour le moment. Alors, Alain, justement, sur cette question du prix des actifs financiers, il y a aussi une grande controverse entre les économistes que vous rappelez dans le livre, et entre notamment deux économistes très célèbres, Nicolas Stern et William Nordhaus, et cette controverse a porté sur le taux d'actualisation. Oui, je pense que cette affaire de taux qui est un peu technique pour le commun des mortels est au cœur de ce que Marc Ranet a appelé la tragédie des horizons. C'est-à-dire que quand on cherche un rendement à 2 chiffres, ce qui est le gros de la recherche des actionnaires financiers des entreprises, et donc ça crée une pression sur les entreprises, on parlait de Total, mais toutes les entreprises sont soumises à cette loi d'airain. Quand on cherche des rendements à 2 chiffres, on annule tout ce qui se passe, de fait, dans les calculs économiques de gestion, tout ce qui se passe au bout de 5 à 10 ans. Et donc tous les effets positifs ou négatifs qui sont liés aux gros enjeux écologiques et notamment au climat disparaissent, ne comptent plus dans ces calculs. Alors ça, c'est l'économie de base. C'est ça qui fait que dans la controverse Stern-Nordhaus, Stern pensait très sincèrement, et pas pour des raisons purement idéologiques, mais pour des raisons fondamentales, éthiques et écologiques, qui fait raisonner avec des taux d'actualisation très bas. Et Nordhaus avait un raisonnement, et il y a toujours d'ailleurs un raisonnement extrêmement standard, les marchés sont efficaces et donc on actualise avec les taux qui vont bien, qui peuvent être très élevés. Évidemment, les calculs auxquels arrive Nordhaus, c'est que le coût de l'inaction, c'est-à-dire le fait de ne rien faire, pèse pas beaucoup, pèse beaucoup. Attendez, je reformule. Les conséquences du changement climatique, qui sont très lointaines, ne pèsent pas beaucoup par rapport au coût d'aujourd'hui qu'il faudrait engager. Ça, c'est le raisonnement de Nordhaus. Et Stern n'arrive pas au même résultat, et Miguel précisera, mais chaque année, il a retravaillé sur ces calculs, parce que les calculs dont on parle dans la controverse, c'est des calculs de 2006. Depuis, il a beaucoup progressé et il estimait à l'époque que l'inaction coûterait quelques pourcents du PIB. Et maintenant, les économistes se rendent compte que c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que le changement climatique est un cataclysme qui va avoir des conséquences considérables sur les humains, par milliards, et sur l'économie par des niveaux qui sont de l'ordre de grandeur du PIB et pas de l'ordre de grandeur de quelques points de PIB. Alors maintenant, si on revient à la finance verte, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a des univers comme les mutualistes, mais je pourrais aussi parler des univers d'économie sociale et solidaire, dont les rendements sont attendus, les capitaux qui sont investis dans ces univers sont beaucoup plus faibles que ceux des marchés financiers, et donc ils peuvent avoir une capacité à financer des projets qui sont moins rentables que ceux qui sont financés par des gens qui ont besoin d'une très grosse rentabilité. Je voudrais rajouter un point, parce qu'il faut que ce soit quand même clair pour nos auditeurs, qui est lié cette considération avec l'autre considération qui est essentielle, qui est que la transition écologique ne consiste pas à financer du vert en laissant le brun. La transition écologique consiste à arrêter le brun et à le substituer à du vert quand c'est nécessaire. Parce qu'il y a parfois des activités qui n'ont aucun intérêt, aucun sens. Bon, on les arrête et puis on n'en parle plus. Mais il y a d'autres quand même, l'énergie, on a un peu besoin d'énergie dans notre vie sociale. Et c'est ça le point clé, c'est que les actifs bruns, s'ils sont maintenus et s'ils continuent à être financés, c'est qu'ils offrent à très court terme des rentabilités qui sont très supérieures aux rentabilités du vert, dont les bénéfices socio-économiques sont plus longs.
Il n'y a pas du tout de débat là-dessus. Donc si on veut qu'une finance durable, au sens très large, vraiment, et pas sustainability link, soit sérieuse, ça veut dire qu'il faut qu'elle commence par renoncer à des projets qui sont certes rentables financièrement, mais qui sont une catastrophe climatique. Et ça, là, la contrainte du taux d'intérêt, la contrainte du couple rendement-risque, pour prendre le vocabulaire technique, c'est une loi d'airain. Je crois que ce que dit Alain, ça répondait en partie à ta question sur est-ce qu'il y a des investisseurs patients. Alors il ne suffit pas d'être patient et de voir loin, parce qu'en fait, avec le mécanisme d'actualisation dont parlait Alain, si on est exigeant, eh bien, en fait, le futur, en fait, c'est comme s'il n'existait pas. En fait. Donc il faut être patient et pas gourmand. Voilà. Et engagé, c'est pour ça que je rajoute. Parce qu'Alain trouve ça technique, donc je ne vais pas. Mais pour dire, par exemple, pour Nordhaus et Stern, ils actualisaient pour les gens, l'un à 6% pour Nordhaus, et Stern à un peu plus de 1%. Donc c'est une différence considérable. Il faut préciser que plus c'est bas et plus on donne un prix important au futur. Exactement. Si le taux est 0, ça veut dire qu'un euro dans 30 ans, c'est comme 1 euro aujourd'hui. Bon. Et inversement, si le taux est très élevé, le futur disparaît en fait. Et donc, pourquoi je disais ça? Oui, parce qu'entre ces deux taux, 6% et un petit peu au-dessus de 1%, à 50 ans, mettons, pour fixer l'idée, ça fait un facteur 10. Hein, ça veut dire qu'à 1% et quelques, le futur dans 50 ans est 10 fois plus important pour moi que dans le futur tel que le décrivait Nordhaus, à 6%. Donc, ce n'est pas une paille, on ne parle pas de rien. Bon, après, c'est des trucs d'économistes. Il faut aussi. Nordhaus, c'est le même qui avait, du coup, sur un coin de table, calculé que l'optimum, c'était 3,5 degrés. Hein. Parce que quand on rentre dans ces logiques-là, on arrive à un genre de résultat merveilleux où on démontre que, finalement, 3,5 degrés, c'est ça qu'il nous faut pour. D'augmentation de la température. Oui, voilà, pardon, d'augmentation de la température au-delà. Au-delà du niveau post-industriel. Je voudrais juste revenir pour nos éditeurs, pour les aider à suivre ce qui vient d'être dit là par Alain et Julien, qui me paraît fondamental. Donc le taux d'actualisation, on l'a dit, c'est une manière de convertir 1 euro dans le futur en 1 euro aujourd'hui. Comme tu l'as dit, si le taux est nul, en fait 1 euro demain, ça vaut 1 euro aujourd'hui. Et si le taux commence à être positif, 1 euro demain vaut moins qu'1 euro aujourd'hui. Et si on est à 6%, ce qui était le taux utilisé par Nordhaus, en gros, au-delà de 10 ans, ça ne vaut plus rien. Un peu au-delà de 10 ans. Et donc tout ce qui se passe après 10 ans, en fait, n'a aucune valeur aujourd'hui. En particulier, le fait de faire des pertes au-delà dans 10 ans n'a aucun impact aujourd'hui puisque ça ne vaut rien. Donc perdre des milliards d'euros dans 15 ans n'a aucune importance au regard de Nordhaus, simplement parce qu'il a utilisé un taux d'actualisation de 6%. Question, quel est le vrai taux d'actualisation? Et à mon avis, mais je crois que maintenant c'est assez clair pour lui, Nicolas Stern a fait une erreur en fait en 2006 dans son grand rapport, en s'engouffrant dans cette problématique typique des économistes néoclassiques, parce qu'en réalité personne ne connaît le taux d'escompte. C'est une construction intellectuelle, imaginaire. En fait, il n'y a aucun moyen de calculer le taux d'escompte. Le taux d'escompte, en principe, d'après les néoclassiques, ça devrait être égal à un taux éthique qui dit, voilà, moi je pense pour des raisons éthiques, philosophiques, profondes, ma religion, je ne sais quoi, que eh bien, 1 euro demain, ça vaut ça par rapport à 1 euro aujourd'hui. Alors là, il y a beaucoup de gens quand même, par exemple des puritains protestants, qui vont vous dire, oui, bah là c'est 0, au sens où 1 euro demain, d'un point de vue éthique, ça vaut la même chose qu'1 euro aujourd'hui, plus le taux de croissance réel de l'économie, tel qu'on peut le prédire, multiplié par un coefficient qui dit quelque chose de mon aversion au risque. C'est-à-dire si je suis très très prudent par rapport au risque ou pas. Alors, il a été démontré dans le cadre néoclassique, par quelqu'un qui s'appelle Jean-François Mertens, un grand monstre de la théorie des jeux, qu'en réalité, le coefficient d'aversion au risque devrait être égal à 1, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer ici. Donc, qu'est-ce qui reste? Le taux de croissance de l'économie réelle. Alors, le taux de croissance de l'économie réelle, en gros, à part quelques faux furieux, tout le monde s'accorde pour dire qu'il va être à peu près nul dans les 50 années qui viennent. Donc, même si on est néoclassique, on devrait admettre que le taux d'actualisation devrait être en gros égal à 0, ce qui plaide pour la solution de Nicolas Stern. Mais évidemment, des gens comme Nordhaus continuent de développer des arguments abracadabrantesques pour dire non, il devrait être au moins de 4, 5, 6% pour maintenir la fable selon laquelle on n'a pas besoin d'investir des milliards aujourd'hui dans la transition. Juste ce que je voudrais souligner là-dedans, c'est que malheureusement, ça c'est des débats byzantins
qui font vraiment penser à ce qui s'est passé à Byzance. C'est-à-dire, le climat est là, la destruction climatique, elle est là, et on continue de discuter du sexe des anges pendant que les armées vont détruire Byzance. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc il faudrait un nouveau concile de Nicée qui... Voilà, qui disent reprenons les choses, soyons un peu au sérieux et engageons la transition écologique. Alors justement, pour revenir un petit peu plus avec les pieds sur terre, au-delà des débats sur le taux d'actualisation, comment on peut faire aujourd'hui, selon vous, Alain, Julien et puis aussi Gaël, pour que non seulement les produits financiers puissent incorporer véritablement le coût des externalités négatives? Est-ce que c'est la taxe carbone? Est-ce que c'est autre chose? L'information, on en a parlé. Et quelles réformes vraiment il faudrait mettre en place? Est-ce que par exemple il faut compter sur la fin de la neutralité de la politique monétaire de la BCE pour discriminer les actifs au niveau du refinancement? Est-ce que ça serait utile? Est-ce qu'il faut complètement aller, comme on l'a recommandé avec l'Institut Rousseau, vers un financement monétaire réel de certaines dépenses? Et c'est aussi ce qu'on avait recommandé avec Alain dans un ouvrage antérieur. Voilà, quelles sont les pistes privilégiées selon vous? Peut-être Alain? Alors d'abord dans le livre L'illusion de la finance verte, on n'a pas développé ce volet solution parce qu'on attachait beaucoup d'importance au démontage de l'illusion. C'était ça notre point. On avait peur que le débat se porte sur les solutions, qu'on ait des batailles intellectuelles et intéressantes sur les solutions et que ça déporte le regard sur là où on voulait apporter l'attention. Cela étant, maintenant, une fois qu'on a dit ça, donc là je ne vais pas paraphraser le bouquin puisqu'on n'en parle pas, de mon point de vue, la première priorité, elle est bien, comme on est face à une question qui est de l'ordre du bien public, du bien commun mondial plus précisément, elle est bien la prise en charge par les États en coopération internationale de cette question-là, un peu comme une pandémie, ça se traite évidemment de matière multilatérale. Dans le cadre multilatéral, chaque État a sa part, et la France et l'Europe ont leur part, et de mon point de vue, la priorité absolue, c'est d'une part un grand programme, un vrai Green New Deal, avec le New à l'intérieur, parce qu'il y a une très grosse part d'investissement à réaliser qui, certes, pourraient être en théorie financés par l'épargne privée, mais qui sont déjà à initier par la puissance publique, parce que c'est la seule qui a la légitimité, l'autorité pour le faire. Les infrastructures de transport, l'urbanisme, les bâtiments publics, les écoles, les lycées, les collèges, les universités, les grands hôpitaux, tout ça, c'est de l'ordre de la puissance publique. Or, rappelons qu'en France, les émissions de gaz à effet de serre, les deux secteurs les plus importants, c'est le transport et ensuite c'est le bâtiment. Dans le domaine de l'agriculture, qui est un secteur extrêmement important, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est avec probablement moins d'investissement, parce que la grande question, c'est d'accompagner la transformation des modèles agricoles, certaines grandes exploitations étant très endettées. Une fois que j'ai dit ça, mon deuxième point, c'est que l'État est en charge, d'une part, des normes et règlements, et il y en a qui vont s'appliquer à la finance, dont on pourra parler dans 2 secondes, et d'autre part, de tout ce qui est l'évolution des systèmes d'incitation, parce qu'on est quand même en économie de marché, on a quand même donc des actions décentralisées, et si si pour un acteur donné, le fait de polluer ne coûte rien, ou si le fait de réparer ne rapporte rien, ça veut dire clairement qu'il n'intégrera pas cette composante dans sa décision. Donc, de mon point de vue, une fois qu'on est dans un grand programme d'investissement avec des caps très, très ambitieux qui sont fixés, on a l'étage normes et incitations par ce qu'on appelle les signaux prix, mais c'est pour moi tout à fait de second rang par rapport à la priorité numéro 1. Dans les systèmes d'incitation, de mon point de vue, il est important que tous les acteurs à leur place soient incités. Concernant les banques et les financiers, il y a une incitation indirecte, c'est-à-dire que si l'économie, par l'action dont je viens de décrire, se transforme en réel, à ce moment-là, les acteurs bancaires et financiers vont suivre. Il y a aussi des leviers spécifiques à la banque et à la finance. Je vais n'en prendre qu'un, puis après je laisserai Julien compléter, qui est que il y a un dispositif d'incitation important qui sont les règles de Bâle,
Et qui fait que notamment, ils doivent respecter des ratios de solvabilité, c'est-à-dire ils doivent s'assurer que face à chaque crédit, ils ont suffisamment de capital avec des ratios qui sont en place. Si on leur dit, mes seigneurs ou mesdames, cessez d'être sexiste, quand c'est du brun, l'exigence en fonds propres, elle va être 5 fois supérieure à ce qu'elle est si c'est pas du brun, ça me paraît évident et clair et démontré. Que là, ils vont avoir une vraie incitation à réduire leur financement dans le brun. Si par ailleurs ce brun soit annoncé comme étant fermé à terme, soit fiscalisé très fortement, ce sera une deuxième incitation à l'incitation intrinsèque de la banque et de la finance. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas du tout à la théorie qui est consécutive, qui est portée par les économistes néoclassiques et libéraux dont Gaël à parler, qui serait de dire on met une taxe carbone, un signe à prix carbone dans l'économie et tout va suivre. Ça j'y crois pas du tout et je vais donner au moins 2 ou 3 clés d'entrée pour dire quel type de programme il faut mettre en place pour que ça bouge sérieusement. Avant de répondre, je repensais à quelque chose qu'avait dit Alain et faire le lien avec ce qu'avait dit Gaël sur le bilan des banques. Alain parlait d'information. Parce que l'information climatique, qui était l'alpha et l'oméga de Carnet et de son successeur Bloomberg, forcément, c'est ce qu'ils vendent, les services d'information financière. Et donc, juste pour faire la remarque que cette information, d'abord, elle est très délicate, puisque, je sais pas, vous connaissez l'avenir, vous ? Donc, on demande aux banques de simuler, de faire comme si. Alors, on parle de trajectoire de degrés, je ne sais pas pourquoi, parce que là, on est aujourd'hui, ce n'est pas 2 degrés, c'est plutôt 3,5, je ne sais pas, enfin bon. Et en tout cas, cette trajectoire de degrés, elle n'est pas incarnée, en fait. On ne connaît pas le mix énergétique. Enfin, donc, on est dans quelque chose de complètement abstrait, donc qui est fait, on ne va pas dire que c'est fait de manière très, très rigoureuse. Et c'est ça qu'on demande aux banques, aux assureurs de faire, pour voir, dans la logique de la Banque Centrale Européenne, par exemple, logique dite de stress test. Donc, l'autre chose qui me paraît être un peu une erreur, c'est que donc, le stress test, c'est quoi ? Vous avez un stress. On regarde si vous avez les fonds propres pour tenir debout, et après on repart comme avant. C'est ça l'idée. C'est ce qu'on a vécu dans les crises précédentes. Mais le réchauffement climatique, ce n'est pas du tout un événement. C'est un processus. Donc il ne s'agit pas de se remettre sur ses jambes et de voir si on a résisté à je ne sais pas quel choc. Donc là, il y a quelque chose, parce que Alain a raison de dire que c'était probablement l'apport de Carnet de mettre ce sujet sur la table en 2015. Mais on ne peut pas dire qu'on soit allé très loin. Donc je ne sais pas de quelle information il faudrait disposer, puisque personne n'a une boule de cristal. Donc c'est très très compliqué. Bon. Dans l'intervalle, pour faire le lien avec la question, du coup les banques évidemment ont plaidé pour avoir ce qu'on appelle un green factor, c'est-à-dire une baisse de l'allocation des fonds propres en face des actifs verts. Donc ça, je dis je suis contre, on est contre, tout le monde est contre en réalité. Pourquoi ? Parce que c'est un outil prudentiel qui serait déformé en créant un risque. Parce qu'en fait, il est là pour protéger le système financier et il n'y a aucune corrélation entre le vert et le risque. On peut avoir des investissements verts extrêmement risqués parce que c'est de l'innovation, parce que ceci, parce que cela. Et donc ça, c'était donner une option gratuite aux banques, ça marche pas. Dans l'autre sens, le brown factor, c'est-à-dire ce que suggère Alain, on pourrait faire la même remarque, on ne sait pas le relier à l'aspect prudentiel de l'outil et que c'est pas bien. Mais je pense qu'il faut le faire quand même, mais pas. Alors on peut le justifier quand même au plan du risque, parce que si on est optimiste et qu'on se met sur une trajectoire de protection, dans ce cas, ce que dit Gaël, l'Institut Rousseau sur les stranded assets, les actifs échoués, ça c'est parfaitement pertinent. Et du coup, commencer à se dire qu'il faut plus de fonds propres en face de ces actifs-là, c'est parfaitement pertinent. Mais l'un dans l'autre, on voit bien que, puisque tout ce qui compte, c'est le différentiel de prix, en fait, et donc il faut laisser le verre là où il est, et que les fonds propres représentent le niveau de risque, j'allais dire normalement. Mais par contre, il faut pénaliser, si on veut la transformation dont on parle, il faut pénaliser les actifs bruns. Après, pour les marchés financiers, parce que là, c'est un truc qui est à l'intérieur du système bancaire, et c'est bien, je pense que sur les marchés financiers aussi, on peut faire quelque chose, en fait. C'est-à-dire que ce différentiel de prix à nouveau, dont je pense que c'est la clé, parce que c'est ça qui peut jouer un rôle. Il faut pas baisser les bras. On a vu que par eux-mêmes, effectivement, la finance verte ne fait rien, mais par contre, on peut faire des choses. Je pense même au niveau de la fiscalité, au niveau de la fiscalité des titres,
Vous avez, je pense, aux États-Unis, où le secteur des munis, les titres qui sont émis par les collectivités publiques bénéficient d'un traitement fiscal différenciant, ce qui fait que, évidemment, ça se traduit par, ça se transmet dans le prix par arbitrage. Et donc on peut très bien imaginer, c'est un peu compliqué à décrire, donc je ne vais pas le faire ici, mais on peut très bien imaginer, et ça ce qui est aussi vertueux, c'est que c'est quelque chose qui serait endogène au système financier. On ne va pas demander aux gens qui n'ont pas d'épargne, aux gilets jaunes, qui ont refusé de payer 1 centime le litre d'essence, 1 centime de plus au litre d'essence, on ne va pas leur demander d'abonder les rendements de ceux qui ont de l'épargne, ce serait quand même un peu aberrant. Mais on peut très bien imaginer un transfert où des titres verts bénéficient d'une fiscalité favorable, en tout cas sur les marchés primaires, parce que c'est ça qui compte. Le marché, c'est quand même 99% de secondaire et 1% de primaire, pour la faire courte. Et c'est pas très le secondaire, c'est toujours pour faire plaisir aux investisseurs qui sont obnubilés par les liquidités. Mais enfin, sur le secondaire, on ne finance pas une entreprise, on finance l'investisseur qui vous vend le titre. C'est quand même pas passionnant. Et donc, je pense qu'on peut faire quelque chose, on peut découper quelque chose pour justement faire ce qui est fondamental, c'est-à-dire rendre les titres verts moins chers, les favoriser, et donc au détriment, je veux dire, en France, on dit qu'il y a toujours des centaines, des 150aines de niches fiscales. Enfin, de tout temps, l'État a toujours voulu guider l'investissement en offrant une ristourne d'impôts ici pour aller investir dans les dom-toms. Bon, il y a qu'à... Enfin, je veux dire, c'est quand même pas la mer à boire de construire un système où ce soit réorienté en faveur du vert et en défaveur du brun. Donc ça, c'est une piste. Ça me fait réfléchir à une question. On parle beaucoup aussi de réorientation de l'épargne privée, notamment c'est ce qu'a essayé de faire la loi Pacte, vers le financement des produits verts, des actifs verts. Est-ce que ça, c'est aussi une piste? Est-ce qu'on peut... Là, c'est en reboucle sur le problème. C'est-à-dire, tant que les produits verts sont ceux qu'on a dit qu'ils étaient, voilà, ça sert strictement à rien. Je veux dire, on peut forcer chaque assureur à avoir un fonds vert, un fonds responsable, un fonds machin, mais ça change rien à rien. On fait que, malheureusement, gonfler cette baudruche pour le moment. Donc ça c'est pas pertinent. Il faut regarder, voilà, parce que, comme on l'a dit, pour l'instant, ça sert vraiment à rien. Gaël, je suis évidemment entièrement d'accord avec ce que viennent de dire Alain et Julien. Peut-être pour aider l'auditeur à synthétiser, la première étape, c'est clair, c'est ce qu'a dit Alain, c'est-à-dire que l'État, la puissance publique et au niveau européen, si c'est possible, prennent leurs responsabilités et financent un vrai Green New Deal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Biden aux États-Unis met 3 000 milliards sur la table, ce qui est l'équivalent du PIB allemand. Nous, en Europe, on a de manière très poussive mis 750 milliards, dont on ne sait toujours pas exactement comment ils vont être financés. S'ils sont financés par les budgets des États, on n'a absolument rien avancé, rien gagné dans cette opération. Donc, première chose, le Green New Deal, et on a des scénarios de transition énergétique. Et comme l'a rappelé Alain, on sait quelles sont les grandes priorités, aménagement du territoire, mobilité verte, bâtiments, agriculture, etc. Deuxième grande étape, ce qu'a dit Alain aussi et Julien, c'est-à-dire la transformation des outils de mesure de la performance économique, avec notamment l'aspect fondamental de ce qu'on appelle les règles de Bâle III aujourd'hui, donc des ratios prudentiels qui encadrent l'activité de crédit bancaire, et en essayant de mettre d'incitation pour que les banques financent davantage les crédits verts, accordent davantage de crédits verts que les crédits bruns. Donc là, on agit sur les flux. Dans ce cadre-là, à mon avis, il faut reprendre ça aussi à l'intérieur d'une problématique plus large qui est réécrire complètement les normes comptables internationales, qui sont écrites en dépit du bon sens depuis 2005 au moins. Il y a eu une grande transformation des normes comptables internationales, les fameuses normes IFRS en Europe et IAS aux États-Unis, qui par exemple ont fait rentrer le mauvais génie des marchés financiers dans la comptabilité, notamment de tous les groupes cotés et des grandes banques, puisqu'on demande que les actifs qui sont au bilan des groupes cotés et des banques soient valorisés à leur prix de marché instantané. Ce qui est un non-sens, puisque le prix de marché instantané lui-même est soumis à des bulles spéculatives, notamment la bulle carbone aujourd'hui. Il y a des tas d'actifs bruns qui sont survalorisés, surévalués, parce que les marchés financiers, parce que justement ils ne sont pas efficients, n'anticipent pas du tout que ces actifs-là devraient être des actifs échoués, et donc continuent de surévaluer ces actifs. Et donc cette surévaluation qui est monnaie commune aujourd'hui sur les marchés financiers se translate elle-même dans les bilans des grands groupes et surévalue un certain nombre d'actifs qui en réalité ne valent plus rien. Bon. Donc là, on a fait une énorme erreur avec ces normes comptables internationales qu'il faut réécrire, à mon avis.
On avait fait des choses là-dessus dans le bouquin Les 20 propositions pour réformer le capitalisme, auquel Alain, tu avais participé en 2009 et en 2013 avec Cécile Renoir. Et puis, il y a encore un autre aspect, c'est réécrire aussi la comptabilité des entreprises pour faire entrer dans le cœur du système financier de l'entreprise elle-même sa responsabilité écologique. C'est-à-dire tant qu'on ne mettra pas à part égale le coût écologique de l'activité d'une entreprise avec son coût financier, le coût écologique arrivera toujours en deuxième. Voilà. Et donc là, il y a des tas de propositions qui sont sur la table, en particulier en France. Il y a le système CARE qui est défendu par Alexandre Rambaud et Jacques Richard. Il y a aussi un autre système qui est défendu par Clément Féguer, qui est une comptabilité orientée vers les écosystèmes. Voilà. Donc on a des propositions qui n'ont pas forcément toutes complètement atterri, mais qu'il faut continuer d'alimenter et de faire grandir pour réécrire la comptabilité des entreprises. Donc on voit qu'en réalité, derrière ce dont on discute, il y a un changement de société. Parce que changer la comptabilité, c'est revenir sur des espèces de principes qu'on a adoptés en Europe, en gros au 13e, 14e siècle, dont le fameux principe du taux d'escompte, donc de la valorisation aujourd'hui d'une activité future. Et comme tu le disais, Julien, qui est-ce qui peut vraiment prédire le futur? Bon. Donc en réalité, cette opération de capitalisation du monde, où on transforme n'importe quoi en une marchandise qui devient du capital, qui est supposé rapporter un flux de revenus à l'avenir, dont on va évaluer la valeur aujourd'hui avec un taux d'escompte, ce dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est cette opération de capitalisation qui est au cœur de l'activité bancaire depuis le XIVe siècle, les grandes banques italiennes du nord de l'Italie. Ce dont on parle là, c'est de réviser ça. Donc c'est un changement de civilisation. Mais on doit le faire si on veut vraiment relever le défi climatique aujourd'hui. Alors Gaël, merci pour toutes ces précisions et recommandations sur comment on peut imaginer le futur. On en a fait d'autres également avec l'Institut Rousseau. On proposait l'idée d'avoir une structure de défaisance qui aiderait à purifier un peu le système financier et bancaire notamment de ces actifs fossiles. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, je crois que c'est très complémentaire de l'ouvrage de Julien Lefournier et Alain Grandjean, c'est-à-dire, d'une certaine manière, ce que montrent Julien et Alain, c'est les flux d'aujourd'hui dont on nous dit qu'ils sont verts, n'ont rien de spécialement vert. Ils sont ni plus ni moins verts que tous les autres flux. Nous, ce qu'on a essayé de regarder avec l'Institut, c'est les stocks qui sont aujourd'hui dans les bilans des banques. On a regardé ça pour les 11 premières banques de la zone euro, en essayant de se dire, mais au fond, quelle est la raison profonde pour laquelle les banques continuent de maquiller leurs flux en vert alors qu'ils ne le sont pas? Si elles se mettaient à financer de manière volontariste des vrais projets verts qui auraient un impact transformant sur notre société, alors elles se pénaliseraient elles-mêmes, elles cireraient la branche sur laquelle elles sont assises, puisqu'elles accéléreraient la dévalorisation de marché, des prix de marché, des actifs qu'elles ont dans leur bilan. Donc ce qu'on a montré, c'est qu'il y a 538 milliards d'actifs bruns fossiles dans les bilans de ces 11 banques. Alors, donc nous, la question qu'on se pose, c'est comment en fait aider les banques à faire leur boulot, à faire leur métier, c'est-à-dire à financer des vrais projets verts. Et c'est évident qu'une fois qu'on a fait le constat qu'elles ont dans leur bilan le reflet en vérité de nos grands choix de société des 40 dernières années, c'est-à-dire des choix fossiles, extrêmement dépendants en particulier du pétrole, on se dit finalement ce qu'il faut faire, c'est une ablation de la tumeur qui est dans le bilan de ces banques, et il faut faire une opération chirurgicale qui retire ces actifs fossiles, comme on l'avait fait en 2009 avec les actifs subprime. Simplement, il y a deux grandes options, et celle qui va venir certainement à l'idée des autorités européennes, c'est l'option qu'on a mise en œuvre en 2009, qui à notre avis à l'Institut Rousseau n'est pas la bonne, qui est de faire une banque de défaisance publique, une bad bank publique, une française, une allemande, une belge, etc., qui va racheter les actifs fossiles de nos banques et qui va gérer la perte de valeur de ces actifs. Simplement, la conséquence de ceci, c'est que si cette banque est une banque publique rattachée au budget de l'État, la dette que va accumuler cette banque au fur et à mesure que ses actifs vont se dévaloriser va se reporter sur la dette publique. Et donc, in fine, c'est encore une fois le contribuable français qui va payer pour les errements de nos banques, ce qui ne nous semble pas la bonne solution. Ça, ce n'est pas une transition juste. Heureusement, il y a une solution alternative qui est d'utiliser le pouvoir de création monétaire de la Banque centrale. Je rappelle à tout le monde que nous avons encore une banque centrale, heureusement, qui s'appelle la Banque centrale européenne, la BCE, à Francfort. Et donc la proposition qu'on fait, c'est qu'il y ait une institution de défaisance directement rattachée à la BCE, qui permette, pour simplifier, à la BCE de racheter elle-même les actifs fossiles qui sont au bilan des banques privées, moyennant une décote, c'est-à-dire on ne rachète pas au prix fort, pour que les banques comprennent quand même que ça n'est pas indolore de conserver indéfiniment dans son bilan des actifs fossiles. Donc la BCE rachète, moyennant une décote qu'il faut négocier, moins 10, moins 15, moins 20% éventuellement, l'actif fossile. Et c'est la BCE qui gère la perte de valeur de cet actif fossile.
Quel est l'avantage de cette alternative? L'avantage, c'est que la BCE ne peut jamais faire faillite. Techniquement, une banque centrale ne peut jamais faire faillite. Ça a été redit par la BRI, la Banque des règlements internationaux, il n'y a pas très longtemps. La BRI, je le rappelle, c'est la banque centrale des banques centrales, donc elle sait un tout petit peu de quoi elle parle quand elle rappelle à tout le monde qu'une banque centrale ne peut jamais faire faillite, même si elle perd la totalité de ses fonds propres. Alors, vu que ses actifs fossiles, c'est 500 milliards, et vu que les fonds propres de la BCE, c'est au maximum 80 milliards, et encore, ça a tendance à baisser, c'est évident que si on mettait en place le scénario que nous proposons, la BCE perdrait ses fonds propres. Mais il faut comprendre que ça ne la mettrait pas en faillite. Est-ce que ça décrédibiliserait l'euro, par exemple? On pourrait dire, ah, mais la crédibilité de l'euro sur les marchés internationaux, les marchés du Forex, dépend quand même crucialement des fonds propres de la BCE. Si elle perd ses fonds propres, l'euro ne vaut plus rien. Tout ça, c'est pas vrai. La valeur de l'euro aujourd'hui ne dépend absolument pas des fonds propres de la BCE, qui sont ridiculement faibles. 80 milliards, c'est rien du tout. C'est les fonds propres de BNP Paribas, donc c'est vraiment rien du tout. Donc c'est pas ça qui va décrédibiliser l'euro. En revanche, ce qui peut décrédibiliser l'euro, et ce qui fait déjà qu'aujourd'hui l'euro est une monnaie fragile, à mon avis, c'est l'absence de projets économiques, de projets de société en zone euro pour mettre en œuvre la transition écologique. Si au contraire on trouve une solution qui permette à la BCE de sauver nos banques, en vérité, de leur permettre de se débarrasser des actifs fossiles qu'elles détiennent encore dans leur bilan, mais de financer pour de vrai des projets liés à un vrai Green New Deal au niveau européen, alors là on aura rendu l'euro crédible. Et on va même sauver l'euro, à mon avis. Voilà. Ces actifs fossiles qui circulent aujourd'hui dans le système financier, est-ce qu'on peut avoir une idée de la vitesse et de l'ampleur à laquelle ils peuvent perdre leur valeur, se dégrader? Une question vraiment compliquée parce que ça dépend effectivement des scénarios de transition. Parce que les gens, certains prennent le parti qu'il y a une transition, mais on voit aussi que, en fait, il n'y a pas beaucoup de transition en réalité. Donc, ce qu'on vit peut durer encore un long moment. Hein. Il y a une inertie absolument considérable. Du coup, c'est vraiment une question compliquée. Je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Quand les gens pensent aux risques, on a tendance à additionner les risques de transition, les risques physiques, mais il faut voir que ce sont des risques qui sont antagonistes. Donc plus je transitionne, moins j'ai de risques physiques, et donc plus j'ai d'actifs échoués, et inversement. Donc en fait, la réponse à la question, elle dépend de la vitesse de transition. C'est pas du tout clair, le pétrole, il y a des États, hein, c'est pas que les compagnies privées, il y a des États, donc le pétrole, c'est pas une question seulement des Big Seven, il y a l'Arabie Saoudite, il y a des pétroliers souverains, et donc c'est vraiment une question complexe, mais aujourd'hui en tout cas, le sujet a été évoqué, et d'ailleurs les gens, c'est intéressant, disent, regarde l'effondrement des valeurs pétrolières à cause du Covid, et disent ça a lieu, mais en fait non, c'est aussi le Covid, enfin je veux dire, c'est difficile de séparer ils veulent voir ça comme le signe annonciateur de l'avènement des actifs échoués. Mais il y a aussi, avec le Covid, l'effondrement de la demande, et ça va rebondir. Donc, c'est vraiment pas une question, c'est vraiment pas une question simple. Ce qui est sûr, c'est que plus on va adopter une démarche volontariste, et plus la valeur de ces actifs sera sous tension. Oui, finalement. normalement. Donc, normalement. Et comme le disait Alain, on ne va pas supprimer notre addiction aux énergies fossiles du jour au lendemain, hein, puisque c'est ce qui fait... c'est le système veineux de l'économie telle qu'elle est. Donc on est vraiment sur un sujet qui prend du temps. Je pense que ce que disait Gaël est fondamental en termes de stock et de flux. Le stock, bon, on sait ce que c'est. Enfin, je veux dire, on sait d'où ça vient. Les banques financent le monde du business, ce qu'on appelle le monde du business tel qu'il est. Donc, elles se retrouvent évidemment avec des actifs très carbonés. C'est un fait. Les flux, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, continuer effectivement à grossir le stock, finalement, à abonder le stock, c'est là où c'est complètement fou, en fait, quand on y pense. Et donc, quand on voit les engagements qui sont pris même par les banques françaises, alors bon, il y a un énorme focus sur le charbon parce qu'on n'a quasiment pas de charbon en France, donc c'est un petit peu c'est le bouc émissaire facile, j'ai envie de dire. Et puis les engagements c'est 2040 hein, pour le charbon dans le reste du monde. Donc on a encore 20 ans. On finance encore le charbon pendant 20 ans, alors qu'on sait que l'épuisement du budget carbone,
c'est presque en deçà déjà de cet horizon de temps. Et alors après, quand on passe au financement des autres énergies fossiles, le gaz et le pétrole, là pour l'instant c'est toujours open bar pour toutes les banques françaises. Et je parle de nouvelles explorations, de nouvelles exploitations. Donc là on voit bien qu'il y a un fossé abyssal entre la réalité présente et la cible, et qu'on ne s'est pas mis en marche en réalité pour le moment. Oui, je voulais juste donner un exemple pour illustrer la complexité, comme l'a dit Julien, d'anticiper la vitesse à laquelle les actifs fossiles peuvent ou non se dégrader. Je pense que l'élection de Biden aux États-Unis l'an dernier a été une heureuse surprise qui n'était absolument pas gagnée. S'il n'y avait pas eu la pandémie, très vraisemblablement Trump était réélu. Trump est le magnat qui défend le lobby des énergéticiens aux États-Unis, et Biden est celui qui défend les GAFAM. Donc c'est très clair aujourd'hui que le passage d'une majorité républicaine trumpiste à une majorité démocrate, disons pro-Biden, signifie très clairement dans la politique publique américaine qui va être menée dans les 4 années qui viennent, le passage de privilèges exorbitants accordés à l'industrie fossile à des privilèges tout aussi exorbitants accordés aux GAFAM. Alors, il n'y a aucune raison de se réjouir des privilèges qui vont être accordés aux GAFAM par l'administration Biden, mais en tout cas, au moins, eux, a priori, polluent quand même nettement moins que les industriels du pétrole, du charbon et du gaz aux États-Unis. Et donc, d'une certaine manière, la victoire électorale de Biden va probablement signifier une accélération de la transition, de la reconstruction écologique, et donc de la dévalorisation d'un certain nombre d'actifs financiers liés aux fossiles. Qui aurait pu prévoir 6 mois à l'avance la victoire de Biden? C'est très compliqué. Et donc, en fait, la vitesse de dévalorisation de ces actifs fossiles, elle dépend d'événements aussi aléatoires qu'une victoire électorale aux élections présidentielles américaines. C'est la raison, à mon avis, profonde pour laquelle c'est impossible aujourd'hui de prédire ça. Il n'y a aucune boule de cristal qui permet de le dire. Ce que je rajouterais, c'est qu'en réalité, c'est une décision politique. Et qu'il faut qu'on arrête de se cacher derrière notre petit doigt et de se dire, bon, finalement, est-ce que ça va prendre 10 ans, 20 ans? Il faut le décider aujourd'hui. Décidons-le. Prenons les moyens de sauver le secteur bancaire pour qu'il ne fasse pas faillite à cause de l'accélération de la transition, et faisons cette transition dont on a absolument besoin pour assurer un avenir habitable sur cette planète à la jeune génération aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tant au niveau national avec BPI France qu'au niveau européen avec la Banque européenne d'investissement, on a des capacités infinies qui ne sont pas, enfin infinies, pas vraiment infinies, mais très importantes, qui ne sont pas utilisées, notamment pour la Banque européenne d'investissement. Est-ce qu'il faut là aussi appuyer sur l'accélérateur d'investir en co-investissement ou en cofinancement avec le marché? Or, elles sont là pour compenser des failles de marché. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte d'impasse logique? Alors, je vous adresse la question à tous les deux, et notamment à Gaël, puisque tu as eu une longue expérience à l'Agence française de développement. Donc, comment tu vois ce rôle que pourraient jouer ces institutions publiques? Alors, je suis absolument d'accord avec toi que les grandes banques publiques ont un rôle central à jouer dans les années qui viennent, à la fois pour le financement de la reconstruction écologique en Europe et ailleurs, et puis tout simplement pour le développement dans l'hémisphère sud. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le IDFC, qui est le grand club de plus de 30 banques aujourd'hui de financement de l'aide au développement dans les pays des Suds, a une capacité financière tout à fait substantielle, et donc, à mon avis, est appelé à jouer un rôle central pour permettre à un certain nombre de gouvernements plus ou moins défaillants de continuer à remplir leur mission. Tout simplement de souveraineté nationale. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Et je suis d'accord aussi avec le fait que conditionner une partie de l'aide, enfin des financements octroyés par ces banques publiques à du financement de marché privé est une bêtise. C'est le cas notamment pour la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui le plus souvent consent à financer des projets à condition que 50% du coût du projet soit financé aussi par le secteur privé. Ça suppose que l'on croit à la fable selon laquelle les marchés privés sont efficients. Et si justement on a compris qu'ils ne le sont pas, et que le rôle de ces institutions publiques, comme tu viens de le rappeler, c'est de pallier justement les insuffisances du marché privé, alors il ne faut pas du tout conditionner les octrois de crédit publics à des octrois privés. Il faut au contraire que la puissance publique prenne ses responsabilités et dise, eh bien, même si le privé n'est pas là, je consens aujourd'hui à financer des vrais projets volontaristes qui vont rendre possible la reconstruction écologique. Merci beaucoup. Est-ce que... Julien, tu veux rebondir sur la question des banques publiques d'investissement, des institutions financières publiques?
Non, le livre est vraiment centré sur la finance privée et je pense que, enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit Gaël, bien évidemment, parce que s'il s'agit d'associer systématiquement au public le privé et de retrouver la même contrainte de rentabilité, ben, on se bloque, mais pas mieux. Alors j'ai une dernière question plus large qui excède disons le domaine de la finance verte et qui porte sur le monde financier actuel au sens large. Comment on peut expliquer, parce que là encore ça a pu être remarqué par nombre de personnes qui nous écoutent et par les citoyens, comment on peut expliquer que dans un pays comme les États-Unis, alors que la pandémie a tué beaucoup plus que la guerre du Vietnam et que on se retrouvait dans une situation très difficile, les indices boursiers aient battu des records au mois de septembre, octobre 2020 et même depuis assez régulièrement. Comment on peut expliquer cette déconnexion complète entre les marchés financiers et l'économie réelle? Comment on peut expliquer aussi, je crois que la valeur des produits, la valeur notionnelle des produits dérivés, c'est à peu près 6 fois aujourd'hui le PIB mondial, peut-être même encore plus. Donc, comment on explique cette déconnexion croissante entre les marchés financiers et le réel, et l'état réel des sociétés? Julien, peut-être? Alors, je crois que d'abord, c'est pas nouveau, mais là, c'est caricatural. C'est vrai que quand on voit le monde, parce que là, c'est une pandémie mondiale, le monde plongé dans la crise à l'instant où on parle, et ce sera pire demain, parce qu'évidemment, les conséquences, elles vont être longues au plan social, enfin, le chômage, enfin, il ne faut pas croire que d'un claquement de doigts, au prétexte, au motif qu'on a des vaccins, on va réparer, ça va repartir. Enfin, il y a des dommages quand même qui sont assez profonds et durables. Donc là, la déconnexion, elle est sidérante. Je pense qu'elle s'explique aussi par la liquidité massive qui est injectée par les banques centrales. Et on n'avait pas le choix. Oui, on n'a certes pas le choix, mais on voit que c'est un très très mauvais outil. Parce que si c'est pour créer de l'inflation des actifs financiers ou immobiliers, à quoi ça sert, j'ai envie de dire voir le titre Amazon ou Tesla être multiplié par 10 en 4 mois, enfin, je ne sais pas si les chiffres sont justes, on sait tous que les valorisations ont atteint des niveaux complètement stratosphériques. Bon, c'est délirant, à quoi ça sert? Donc là, ça fait réfléchir vraiment fondamentalement à la pertinence de cette intervention, quand même. Alors qu'il y a des gens, par contre, dans le besoin, qui ne sont pas sur les écrans radars et qui sont en train de crever. Donc là, ça interroge quand même assez violemment. Après, effectivement, on peut se poser la question de est-ce qu'on n'est pas en train de créer une bulle quand même? Parce que la déconnexion est telle. Alors, c'est toujours très très difficile d'appeler une bulle avant qu'elle crève, en fait. C'est toujours ex post qu'on peut. Mais enfin, bon, il y a beaucoup de gens. Simplement, c'est un truc bête, mais quand il y a de l'argent, il doit être investi. C'est pas, je veux dire, vous êtes dans l'espace euro, vous n'allez pas garder avec des taux légèrement négatifs votre argent dans une caisse, et ça va vous coûter. Donc l'argent s'investit. Donc il s'investit. Voilà. Donc les gens après font des choix sectoriels. Il y a quand même des secteurs, je pense à pharma, évidemment, avec le motif du vaccin, tout ça, ça monte. Il y a aussi des technologies, mais enfin bon, c'est vrai que ça interpelle. Alors c'est pas une interpellation nouvelle, mais là on atteint vraiment, j'allais dire, une sorte de paroxysme. Et c'est quand même de mauvais augure, pour dire la vérité. Si on en croit certains indices, comme par exemple l'indice de Shiller, on est au-delà de l'écart de valorisation par rapport au normal qui prévalait en 1929. Oui, mais ce que vient de dire Julien, c'est exactement ça. Le point, c'est, on pourrait dire au fond, la racine de ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé après 2009. Donc la bulle sur laquelle nous sommes assis aujourd'hui, elle est la fille elle-même de celle qui a éclaté en 2007-2008. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2008, quand même, une bonne partie du flux monétaire qui venait alimenter les marchés financiers occidentaux, c'était les excédents commerciaux chinois. 2000, 3000 milliards chaque année. Et ça faisait de l'argent frais qui venait de l'économie réelle.
Depuis 2008-2009, Pékin ayant compris que les marchés financiers dérégulés en Occident sont extrêmement dangereux, a cessé de réinvestir ses excédents commerciaux dans les marchés financiers occidentaux. Qu'est-ce qui a pris le relais? Les politiques monétaires des banques centrales que vient de dénoncer Julien à juste titre. Donc les banques centrales, et évidemment dans un premier temps à juste titre elles-mêmes aussi, ont voulu sauver le secteur bancaire, et elles n'avaient pas tort puisque sans secteur bancaire tout s'effondre, et donc ont mis en place ces politiques qu'on a appelées de quantitative easing en anglais, donc d'assouplissement monétaire quantitatif en français, qui a consisté à faire tomber les tombereaux de liquidités monétaires dans le marché interbancaire à destination des banques. Pas à destination des gens, à destination des banques. Et pas pour financer des projets écologiques, comme vous l'avez proposé avec Alain dans votre ouvrage sur la monnaie écologique, mais pour permettre aux banques simplement de survivre. Qu'est-ce qu'ont fait les banques? C'est ce qu'a dit Julien. Avec cette manne monétaire qui leur a permis elles-mêmes d'accorder des nouveaux crédits, au lieu d'accorder ces crédits dans l'économie réelle, elles les ont accordés sur les marchés financiers et dans le marché immobilier. Ce qui a alimenté des gigantesques bulles sur ces deux marchés, qui continuent de s'auto-alimenter aujourd'hui grâce au fait que les banques centrales maintenant sont piégées. Pourquoi? Elles se disent, si j'interromps, si je ferme le robinet de liquidités que j'accorde aux banques aujourd'hui, elles vont arrêter de permettre à leurs propres clients, voire de le faire elles-mêmes, de spéculer soit sur le marché immobilier, soit sur le marché financier, quelquefois sur les deux. Ce qui veut dire que, assez rapidement, la valeur des actifs sur les marchés financiers, par exemple, va arrêter d'augmenter. Si ça arrête d'augmenter, comme tout le monde sait qu'il y a énormément de dettes privées, pas de dettes publiques, mais de dettes privées, qui a accompagné le gonflement de cette bulle, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas avoir les moyens de rembourser leurs dettes, beaucoup d'investisseurs, qui vont être pris à la gorge et qui vont devoir vendre leurs actifs financiers pour commencer à rembourser leurs dettes. Dès que ces gens-là vont commencer à vendre, le prix des actifs va baisser. Et donc au lieu d'avoir un marché haussier comme on l'a maintenant depuis plusieurs années, on va tout d'un coup avoir un retournement. Et c'est ça, ce qu'on appelle le moment de Minsky, qui pourrait provoquer, qui va tôt ou tard provoquer la prochaine énorme déflagration financière. Alors, les banques centrales, le sachant, se disent, nous n'avons pas le droit de fermer le robinet. Et donc elles sont comme des pompiers pyromanes, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas éteindre l'incendie autrement qu'en mettant de l'huile sur le feu, qui fait grossir la bulle. Et donc aujourd'hui, personne dans ces autorités monétaires-là ne sait comment on sort de ce piège. Elles sont de prise d'otage. Elles sont prises elles-mêmes en otage par leur propre politique. Alors la vraie solution, évidemment, c'est de réglementer le marché bancaire et le marché financier de manière à rendre impossible le gonflement de la bulle maintenant, pour éviter que les tombereaux de liquidités qu'on injecte sur le marché interbancaire continuent d'alimenter cette bulle. Mais ça signifie la fin du creusement des inégalités auxquelles nous assistons depuis des années maintenant, en faveur des bénéficiaires de la manne financière. Parce que qui dit augmentation massive, délirante, comme tu l'as dit Julien, du prix des actifs financiers sur les marchés, tandis que l'économie réelle ne bouge pas, voire s'enfonce à cause de la pandémie, dit qu'il y a une toute petite minorité de gens, les bénéficiaires des marchés financiers, qui s'enrichissent de manière exponentielle depuis quelques années, tandis que nous autres, vous et moi, toi, etc., nous nous appauvrissons globalement. Et donc les inégalités se creusent de manière extraordinaire. Alors évidemment, la petite minorité qui en profite n'a pas du tout envie que ça cesse. Parce que pour elle, c'est une très très bonne opération fondamentalement. Elle ne comprend pas le jeu macroéconomique qui fait que si une majorité s'appauvrit, même eux vont finir par s'appauvrir. Parce qu'ils sont très mauvais en macro, ces gens-là. Bon. Voilà. Et donc c'est ça le piège, disons l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Il faudrait, pour pouvoir en sortir, que les autorités monétaires comprennent qu'elles doivent réglementer sans état d'âme le marché bancaire, réglementer le système bancaire, réglementer sans état d'âme les marchés financiers, continuer d'abonder en liquidités, mais plus pour sauver les banques, mais pour financer la reconstruction écologique, comme vous l'avez proposé dans votre livre. Oui, voilà, et puis plus largement, on voit bien que du coup, il y a une nécessité à ce que la monnaie redevienne ce bien commun qui nous appartient à tous et qui ne doit pas simplement être orienté vers le service des marchés financiers. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion. Julien Lefournier et Alain Grandjean, L'illusion de la finance verte, qui est un livre passionnant et puis qui permet vraiment un voyage intéressant dans ce monde et dans les illusions, comme disait Balzac, l'illusion c'est une foi démesurée, donc n'ayons pas une foi démesurée dans les vertus de la finance verte, et à bientôt pour un prochain entretien de l'Institut Rousseau. Merci à tous.